Il y a beaucoup de doutes actuellement sur le résultat des sondages. À juste titre, car on produit aujourd'hui des sondages en grande quantité, à la va-vite et à faible coût. Les sondeurs poursuivent une démarche empirique très éloignée des principes scientifiques, et de ce fait, ils propagent beaucoup de fausses idées qui sont reprises dans les médias. Mon objectif est d'apporter à un large public les connaissances minimales permettant d'exercer un regard critique à la fois sur le discours des sondeurs et sur leurs pratiques. C'est donc un ouvrage pédagogique et critique. Il y a plusieurs aspects, mais ça concerne en premier lieu la sélection des échantillons. Dans le livre, j'explique assez simplement que l'échantillon idéal est obtenu par des tirages aléatoires. Pourquoi? Parce que cela garantit des estimations sans biais et également qu'une marge d'erreur peut être calculée, ce qui est le cas idéal. Aujourd'hui, toutes les sociétés opèrent leurs enquêtes par Internet en constituant des réservoirs de volontaires, les access panels, qui s'enrôlent d'eux-mêmes sur des sites de recrutement et à qui on adresse alors des questionnaires auxquels ils répondent s'ils le veulent. Donc on est très loin du tirage aléatoire. Cela pose de gros problèmes de représentativité, donc de biais dans les estimations, qui sont dus au profil particulier des répondants, ce que j'illustre sur des exemples, en particulier des exemples électoraux. En fait, ce modèle réduit porte grossièrement sur 4 caractéristiques. Le genre, 5 ou 6 catégories d'âge, 8 catégories de profession, et quelques zones géographiques. Ça ne suffit évidemment pas pour être représentatif dans l'absolu sur tous les plans. C'est l'une de ces fausses vérités propagées par les sondeurs. Je donne diverses illustrations de non-représentativité, à commencer par les access panels, qui exigent une certaine aisance avec Internet, donc on en exclut 30 à 40% de la population. Ce qui est vrai, c'est que les quotas, venant en complément d'une sélection aléatoire, peuvent être intéressants, et on peut même alors calculer des marges d'erreur, contrairement à ce que réfutent parfois les sondeurs. Les biais sont des décalages systématiques par rapport à la réalité. Et ce sont eux qui expliquent les dérapages des estimations, pas les marges d'erreur. Donc il est essentiel de savoir identifier toutes les sources des biais. C'est pourquoi je passe en revue la variété des sources tout au long du processus, depuis les biais de sélection d'échantillons, jusqu'aux biais de réponse, et même aux biais de calcul, avec évidemment de nombreuses illustrations, et aussi en regardant comment les éviter. Oui, c'était là une vision très répandue, et si seulement c'était vrai, sonder serait bien confortable. Prenons les enquêtes électorales où les redressements ont un impact déterminant sur les résultats publiés. Dans ces sondages, en plus des intentions de vote, on interroge sur ce qu'on a voté pour des élections antérieures. Par le biais de coefficients, on ajuste ces données aux résultats connus des élections en question. Et ces coefficients viennent corriger les intentions de vote. Bon, l'idée n'est a priori pas absurde, sauf que les limites de ces procédures sont transgressées par les sondeurs. En pratique, il se trouve que les déclarations de vote antérieures sont très décalées par rapport aux résultats réels, ce qui donne de forts coefficients de redressement et au final, une grande incertitude sur les résultats. J'explicite ces effets dans le cas type du premier tour des élections présidentielles 2002, où aucun sondage n'avait prévu la présidence de Jean-Marie Le Pen au second tour. La très forte sous-estimation du FN, certes, a été mécaniquement réduite, mais dans une ampleur totalement hasardeuse. Je m'intéresse à l'environnement général de l'activité, notamment l'opacité du travail des sondeurs, la clémence de la commission des sondages censée les contrôler, et la communication dans les médias. Je propose de repenser tout le processus de contrôle et diffusion des résultats publiés si l'on veut prétendre à une approche scientifique objective des sondages. Bon, j'ai insisté sur les sondages électoraux, mais je n'oublie pas les sondages d'opinion généraux qui, eux, échappent à tout contrôle. Enfin, je décris aussi quelques approches alternatives intéressantes réalisées par des instituts de recherche.